Mesdames et messieurs, bon week-end chez vous. C'est l'heure du journal Tension dans les Haut-Katanga. Le nouveau groupe armé, le MDKC, fait son apparition et revendique un combat politique contre le pouvoir central. Les autorités redoutent une nouvelle menace sécuritaire dans la région. Reportage. Les paysages sécuritaires d'ici de la République démocratique du Congo se complexifient davantage avec l'apparition des nouveaux groupes armés. Se présentant sous le nom des mouvements Debout Katanga pour la libération du Congo, MDKC en sigle, cette organisation affirme vouloir lutter contre la mauvaise gouvernance et la tyrannie du pouvoir central basé à Kinshasa. Dans un communiqué récemment diffusé, le MDKC avance des revendications politiques claires, la libération de tous les prisonniers politiques et le retour des exilés, un discours qui s'inscrit dans une rhétorique déjà familière dans un pays marqué par des décennies de tensions entre pouvoir central et périphérie. Mais cette émergence n'intervient pas dans un vide sécuritaire. Bien au contraire, lors de sa 92e réunion tenue le 14 mars, le Conseil des ministres congolais avait déjà tiré la sonnette d'alarme, évoquant l'incubation d'un mouvement insurrectionnel dans la province du Haut-Katanga. Les autorités avaient alors pointé des éléments troublants, notamment une possible connexion avec l'AFC M23 ainsi qu'une proximité idéologique ou opérationnelle avec le groupe Bakata Katanga. Parmi les faits jugés préoccupants figure l'incursion signalée dans le quartier général du parc national d'Upemba et des activités suspectes dans la localité de Lusinga. Pour le gouvernement, ces incidents pourraient dépasser les cadres d'action isolés des miliciens et s'inscrire dans une stratégie plus large de déstabilisation de la région. Cette nouvelle donne sécuritaire ravive les craintes d'une fragmentation accrue dans le Grand Katanga, une région historiquement sensible aux dynamiques sécessionnistes et aux contestations armées. Si les MDKC affirment agir au nom d'objectifs politiques, les autorités, elles, redoutent une escalade susceptible de fragiliser davantage l'équilibre déjà précaire du pays. Dans ce contexte, la question demeure, s'agit-il d'un mouvement émergent aux revendications localisées ou du symptôme d'une crise plus profonde aux ramifications nationales et régionales? Affaire à suivre. À Goma, les fidèles musulmans ont marqué la fin du mois sacré de Ramadan par la grande prière de l'Aïd el-Fitri célébrée ce vendredi 20 mars au stade de l'Unité. Une cérémonie empreinte de faveur religieuse organisée en présence des autorités politico-militaires de l'AFC M23. Reportage de la site de communication du gouvernorat du Nord Kivu. La communauté islamique en République démocratique du Congo, Comico, entité islamique du Nord Kivu, a clôturé ce vendredi 20 mars 2026 au stade de l'unité de Goma, le mois sacré de Ramadan, par une prière de l'Eid el-Fitri devant plusieurs fidèles musulmans et autorités politico-militaires de l'AFC M23. Le coordonnateur du mouvement AFC M23, Corneille Nanga, qui a pris part à cette prière, a indiqué que le mois de Ramadan est un puissant vecteur du vivre ensemble caractérisé par le partage et la solidarité. Après 30 jours de jeûne, de prière, n'est-ce pas que le mois de Ramadan est un puissant vecteur du vivre ensemble, caractérisé par le partage, la solidarité et la spiritualité collective qui transcende souvent les cercles musulmans. Ces temps forts favorisent le rapprochement social, le repas partagé et la générosité envers le plus démuni, renforçant la cohésion communautaire. Chers frères musulmans, nous vous prions de partager le vivre ensemble que l'islam enseigne à travers des valeurs de tolérance, de fraternité universelle, de justice et de solidarité, visant une coexistence pacifique
entre musulmans et non-musulmans, sachant que les enseignements islamiques insistent sur le respect mutuel, l'acceptation de l'altérité et la paix. Le gouvernement de la République intensifie la sensibilisation contre les dangers de l'immigration clandestine. À l'issue du Conseil de ministres, il a chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, en collaboration avec la DGM ainsi que le ministre délégué en charge de la francophonie et de la diaspora congolaise de mettre en garde les compatriotes contre les risques liés au voyage irrégulier vers l'Occident. Suivez un extrait du compte rendu avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. La première ministre a terminé son intervention avec la triste nouvelle de la tragédie en mer impliquant nos compatriotes. En effet, après avoir été saisie par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale chargée du monde arabe, de la diaspora, de la francophonie et de l'intégration africaine de l'Union du Comore, lui a informé de la survenance en date du 18 mars 2026 d'une tragédie en mer impliquant une embarcation transportant 46 immigrants illégaux, parmi lesquels se trouvent malheureusement 30 de nos compatriotes. Aux dernières nouvelles, les enquêtes se poursuivent sur place pour tirer au clair la situation des ressortissants congolais en vue de leur apporter une assistance nécessaire. Elle a rassuré que le gouvernement reste particulièrement attentif au développement de cette situation. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été, à travers la Direction générale de migration, ainsi que le ministre délégué, près le ministre des Affaires étrangères en charge de la francophonie et de la diaspora congolaise, de sensibiliser nos compatriotes quant au risque à s'engager dans l'aventure d'un voyage clandestin en Occident. Parmi les 50 femmes les plus influentes du continent, la première ministre Judith Suminwa appelle à briser les barrières mentales. Devant un sommet organisé par Phobé, elle exhorte les femmes et jeunes filles à croire en leur capacité à diriger et à s'imposer dans tous les domaines. Rêvez travailler avec rigueur et croyez en vous. A-t-elle martelé? Suivez ses propos. J'ai appris qu'il fallait être résilient, donc il faut se battre pour y arriver. Mais une chose importante, c'est que mes parents ont appris qu'il fallait rêver et que le travail permettait d'atteindre ses rêves. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Autre chose, c'est la rigueur dans le travail, le respect des procédures, des règles, le travail en équipe, la reconnaissance du travail que font vos collaborateurs, mais aussi l'humilité, parce qu'il faut apprendre des autres. Il faut s'assurer qu'au fur et à mesure, on comprend les différents enjeux. Mais l'autre chose aussi dans mon parcours, c'est que j'ai eu des rencontres fantastiques avec des femmes, avec des hommes qui m'ont appris mon travail, qui m'ont aidé à aller toujours plus haut et qui m'ont aidé à briser le plafond de verre. Mais nous sommes, nous les femmes en tout cas, confrontées à un différent nombre d'obstacles, notamment les obstacles culturels qui font que on vous a appris que la femme ne devrait pas être mise en avant, que la femme doit rester en arrière. Toute cette lourdeur culturelle peut aussi bloquer en fait le processus. De la même manière, d'un point de vue économique, il y a des obstacles parce que, par exemple, toutes les femmes n'ont pas accès au même niveau d'études que les hommes, que parfois certains parents préfèrent payer les études pour les garçons plutôt que pour les filles. Ça, c'est un autre obstacle. Les obstacles institutionnels, l'accès justement à des postes de décision, etc., qui font que ce n'est pas évident. L'accès, par exemple, quand on a des partis politiques, il n'est jamais évident qu'on pousse les femmes à occuper un certain nombre de postes au niveau de ces partis politiques. Donc ça, ce sont des obstacles auxquels on doit faire face. Et enfin, un autre obstacle, c'est l'autocensure. Ce que nous-mêmes, en tant que femmes, quand je parlais justement de briser le plafond de verre, nous devons être confiants, avoir confiance en nous, se dire que nous sommes capables, autant que les hommes, d'avancer et de diriger. Et je pense que quand on est sur cette voie-là, on peut franchir tous les obstacles.
Le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a reçu jeudi 19 mars 2026 le rapport final des recommandations de la CASP 2025, un document clé pour la modernisation de l'administration publique axée sur la digitalisation, la performance et la transparence. Plus de précisions dans ce reportage. Organisée sous l'égide du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la conférence annuelle du service public s'était clôturée au mois de décembre 2025 après 2 jours de travaux intenses par l'adoption de plusieurs recommandations ayant comme objectif la transformation, la promotion de la culture du résultat au sein de l'administration publique. Et dans l'optique de la mise en œuvre des résolutions de ces assises, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu une séance de travail avec le directeur général de l'École nationale d'administration, ENA Tombola Mouké. Au cours de cette réunion, le rapport final des recommandations de la première édition des conférences annuelles du service public a été remis au vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou par le DG de l'ENA. L'objectif poursuivi avec la mise en application de ces résolutions est de bâtir une administration moderne axée sur la digitalisation, la compétence, l'intégrité et la recevabilité pour améliorer les services rendus aux citoyens. Le rapport contient 19 recommandations, mais le focus, au-delà des recommandations, c'est vraiment cet apprentissage mutuel entre les services publics à travers les stands et les prix du service public. La première édition avait porté sur les thèmes bâtir des services publics de progrès, fondés sur la compétence, l'intégrité, la digitalisation. Les panels ont été organisés autour de ces thématiques-là. Maintenant, il appartient à l'autorité de transmettre ces rapports acquis de droit. Ce qui nous concerne, c'est de faire en sorte que cette initiative reste pérenne. Après avoir reçu les orientations stratégiques de l'autorité des tutelles, le directeur général de l'ENA a confirmé la tenue de la 2e édition au mois de novembre 2026, cela dans le but de consolider les acquis de la première édition visant à promouvoir la culture du résultat. Et pour terminer, dans ce même registre, l'École nationale d'administration et l'autorité des régulations de l'électricité unissent leurs efforts pour renforcer les compétences des cadres et agents du secteur énergétique à la clé de formation certifiante de haut niveau en gestion des projets. Suivez ici les différentes interventions des acteurs impliqués. Je voudrais, Madame la directrice générale, commencer par vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à vous ainsi que à toute la délégation qui vous accompagne à l'École nationale d'administration de la RDC, la RDC, qui est l'établissement public en charge du renforcement des capacités institutionnelles de l'État et par ricochet en charge de contribuer à renforcer l'efficacité de l'État. Les ressources humaines de qualité au sein des services publics, c'est un facteur du climat des affaires, un facteur d'attractivité. Et je voudrais d'ores et déjà, Madame la directrice générale, souhaiter bon vent à ces protocoles d'accord et saluer votre vision. Se rencontrer est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Bon vent au protocole et au partenariat entre l'ARE et l'ENA. Je vous remercie. Cette dynamique de transformation s'inscrit en ligne droite dans la vision de son Excellence, le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui place les capitals humains et la modernisation des institutions au centre de son action. Sous l'impulsion de la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, et avec l'encadrement stratégique de son Excellence, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Aimé Molendo Sakombi, notre ministre de tutelle, nous œuvrons sans relâche pour un secteur de l'énergie assaini, performant et au service du développement. Aujourd'hui, par la signature de ce protocole d'accord avec l'ENA, nous ne nous contentons pas de parapher un document administratif, nous donnons corps à cette promesse par une action concrète et structurante. Je vous demande donc de saisir cette opportunité avec détermination et de mesurer l'important investissement de la République en vous. Nous croyons en vous. Soyez les acteurs de ces changements, car comme nous le savons tous, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la RDC. Mwinda Ezakoya, je vous remercie. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de votre chaîne Web Info Télévision. À la prochaine.